On va passer maintenant à notre deuxième table ronde qui va porter aussi sur la recherche appliquée. Cette table ronde est animée par M. Rad Rzed, qui est un prof à SUPCOM et le directeur du labo Grascom. On va accueillir aussi M. Khaled Abdellah, Madame Saner Lima, Monsieur Ned Ben Ammar, Account Manager, Industry and Society, Monsieur Philippe Edoui, veuillez nous rejoindre aussi. Monsieur Hatem Gesni, de CERT. On a aussi Mohamed Boularia, de Tibet. Et enfin, M. Semi Rzed, directeur général de l'économie numérique et de l'investissement et des statistiques. Bienvenue, mesdames et messieurs. Je laisse la parole maintenant à M. Rad Rzed. Comme on est en fin de matinée, on va essayer d'être efficace, je ne vais pas dire bref. Donc on va parler de la recherche appliquée. C'est un sujet qui a impliqué de nombreuses réflexions en Tunisie à différents niveaux. Donc on va cadrer un peu notre discussion. D'abord, nous on parle de la recherche appliquée en partant de SUPCOM, avec une ouverture pour développer, ou plutôt fructifier notre expérience et peut-être la généraliser au niveau de la Tunisie. Donc le point de départ, c'est que SUPCOM dispose déjà de 5 laboratoires de recherche et une unité de recherche qui ont fait preuve d'une forte expertise, d'une renommée internationale. Et donc on a réussi le pari de la recherche scientifique, d'abord diplômante, et puis même la capacité de montrer qu'on peut être impliqué dans des projets internationaux, la collaboration avec les industriels. Donc maintenant la question qui se pose, et c'est ça que je souhaite qu'on va débattre ensemble, comment consolider déjà les résultats obtenus par les structures de recherche de SUPCOM et aller au-delà de la recherche diplômante. On va continuer toujours à la faire, mais surtout viser plus d'interaction avec le monde économique. Parce que la recherche appliquée, à mon avis, il n'y a pas de différence entre recherche appliquée et non appliquée. Une recherche, c'est toujours, elle a une finalité d'application. Je dirais plutôt une recherche purement scientifique, avec un objectif de formation de doctorants, de formation par la recherche, ou bien une recherche orientée vers la résolution de problématiques socio-économiques. Donc, chacun en considérant sa propre expérience, ses besoins, comment il voit le développement de cette collaboration avec SUPCOM. Quand je dis donc SUPCOM, on dispose à peu près de 350 chercheurs. Simone pourra nous donner le chiffre exact. Une forte publication annuelle, une école doctorale avec une centaine de doctorants qui sont inscrits, des chercheurs qui ont de l'expérience aussi, donc ils ont fait leur preuve dans la mobilité auprès des acteurs du monde économique. Et alors qu'en Tunisie, même si tout à l'heure notre collègue professeur Kadir a parlé de l'écosystème
de la recherche scientifique en Tunisie. C'est vrai qu'on a toutes les briques. Hein. On est pratiquement comparable à la France, aux États-Unis, au Canada, sauf que le système, peut-être qu'il n'est pas... donc il manque de l'efficacité pour le rendre opérationnel. Donc comment on va, en absence de mécanisme d'appui, parce qu'aujourd'hui, moi si je veux faire un projet avec Ericsson, ça ne marche qu'avec la bonne volonté des gens. Il n'y a aucun mécanisme. Ou si je veux avec l'entreprise de Mme Nima, donc on n'a ni cadre, ni un cadre formel plutôt qui organise ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pour débattre la définition des cadres, parce que je crois qu'on n'est pas positionné là pour remplacer le gouvernement et définir des règles. Donc on va partir, on a des représentants d'entreprises privées, comment ils voient la réussite d'une collaboration en termes de recherche appliquée avec ce corps. On a des représentants de notre ministère, donc c'est Samir Razel qui gère déjà un budget qui a été mis en place, donc il va nous dire aussi comment il peut favoriser la recherche à ce corps, mais aussi donc on a le représentant du CERT, qui donc on peut dire à la fois l'interface entre le secteur public et le secteur privé, et aussi donc on a notre invité, M. Philippe Deline, donc représentant d'un grand groupe international, et que lui ici donc il va nous parler comment, dans le cadre d'une école d'ingénieurs ou des structures de recherche en Tunisie, comment un grand groupe, en l'absence d'un cadre formel, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place. Voilà, je ne vais pas m'attarder. Maintenant, je vais. Donc voilà, c'est une question ouverte. Et je vais donner la parole à tous les présents. Chacun, donc, on va commencer par M. Mohamed. Je vous remercie pour votre présence. Je parle au nom d'Intilab aujourd'hui, c'est un centre d'innovation de financement dans le domaine d'éthique. On collabore depuis des années avec la SUBCOM sur plusieurs plans. Mais je veux principalement parler de notre collaboration pendant l'année 2014 et celle de 2015. Intilab a un grand partenariat avec le centre Focus Framework de l'Allemagne, qui est le premier centre de recherche en Europe. Il y a des dizaines de milliers d'ingénieurs développeurs. Cette année, on a réussi avec la SUBCOM d'intégrer 2 étudiants, si on veut dire l'un des meilleurs étudiants de la SUBCOM, à faire leur PFE sur une technologie innovante et machine to machine. À ITF aussi, nous avons réussi à intégrer une plateforme qui est mise à disposition des étudiants, des développeurs, des chercheurs en Tunisie, qui est en ligne vidéo. Elle va permettre aux développeurs dans le média de faire des vidéos en ligne. Et surtout, l'innovation qu'on vient d'ajouter cette année, c'est la plateforme End-to-End, qu'on appelle l'OpenMTC. C'est la plateforme de Fraunhofer. Elle est donnée, l'accès est gratuit. Nous avons aussi à notre disposition un expert qui s'occupe de cette plateforme. Les étudiants de la SUBCOM sont les bienvenus. On collabore beaucoup avec les professeurs. Et le but de cette plateforme, c'est de développer des produits machine to machine, comme le précision GPS. Cette plateforme est l'autre de la plateforme sur le terrain et celle sur le cloud. Donc l'étudiant peut développer, ou le chercheur peut développer son produit et de là, il peut même accéder au financement. Donc, de l'université au développement du produit, préparation du prototype, on peut même collaborer avec l'industrie. Nous avons beaucoup de partenariats avec l'industrie pour améliorer le prototype et le rendre industriel. Et par la suite, le chercheur, le développeur peut accéder au financement qui peut atteindre les 300 000 dinars. Et tout ça dans le cadre de collaboration entre Intilab et la SUBCOM. C'est ce qu'offre actuellement Intilab. Sans parler d'autres points et d'autres laboratoires de recherche ou de développement de produits, si on veut dire, nous avons le laboratoire de gaming aussi ouvert aux étudiants de la SUBCOM, aux chercheurs de la SUBCOM, ceux qui veulent développer des produits de jeux vidéo. Et aussi, nous offrons un laboratoire de développement d'applications mobiles en offrant l'expertise, les formations et les devices pour faire les tests. Ça, c'est le cadre de collaboration et ce qu'on peut offrir à l'écosystème tunisien. Merci, Mohamed. Juste une petite question.
nous, parce que tout ce que vous proposez est excellent. Il est plus adapté soit à des jeunes étudiants qui veulent donc tester donc développer des petites applications, ou bien créer des porteurs de projets, des promoteurs de projets. Au niveau de la recherche, nous, généralement, on a des doctorants, parce que la force de frappe de la recherche, c'est les doctorants. Il faut amener un étudiant, lui donner un sujet de thèse avec des problématiques. D'abord, il faut lui financer, ce jeune. Donc, ce qu'on cherche du partenaire, c'est d'abord avoir les moyens de payer un doctorant, donc lui donner un salaire qui le motive pour faire sa recherche et ne pas aller chercher un travail ailleurs, parce qu'aujourd'hui, les bourses que donne le ministère ne sont pas motivants pour faire de la recherche. Au moins, ça, c'est le minimum. Deuxième étape, c'est que, aussi pour faire une recherche de qualité, parfois on a besoin du matériel. Si vous l'offrez en nature, tant mieux. Soit, si vous ne l'avez pas, donc il faut qu'on dispose des moyens pour l'acheter. Il faut valoriser les travaux de recherche à travers des publications. Il faut disposer aussi donc, de financement pour aller publier et participer dans les conférences. Si on veut aussi valoriser à travers des salons ou la participation à des manifestations de transfert, il faut disposer des moyens. Donc, si vous voulez aider un labo, plutôt collaborer avec un laboratoire de recherche, c'est ça le type de besoin dont on a besoin. Mais si vous dites donc, on vous donne une plateforme sur laquelle vous allez travailler, vous avez amené une petite contribution. Donc ça ne permet pas de justifier vraiment une collaboration en recherche. Ça peut être dans les PFE, c'est parfait. Donc là, on envoie un stagiaire, même ça aide beaucoup. Mais pour la recherche, je pense qu'on a besoin d'un peu plus. C'est ça, dans le programme de financement, déjà, les plateformes sont données aux personnes chercheurs, ou si on veut dire les personnes ou les promoteurs. Ces plateformes, ils peuvent aider l'écosystème à faire des produits. En travaillant sur le produit, en préparation d'un prototype, là, ils peuvent accéder au financement. Donc, une fois qu'ils ont préparé le business plan, leur produit, et le produit est validé par notre équipe, nous avons un comité qui valide le produit, là, ils peuvent accéder au financement. Et le financement, c'est pas de façon publique. Donc, le chercheur, ils peuvent breveter sa solution, faire sa thèse et lancer sa société. C'est ça exactement notre vision. Donc, ça répond réellement à la création d'innovation, à la création de nouveaux produits. Merci. Donc, Cissemi, donc directeur général du ministère de l'économie numérique et de la communication, ou l'INPES. Merci pour l'invitation. Donc, je voudrais saisir cette occasion pour parler d'innovation plutôt que de recherche et développement. Justement, donc ici, le financement de ces projets de recherche et d'innovation suppose des fonds d'investissement. Les fonds existent, mais les procédures, c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a une opportunité, c'est l'innovation dans le domaine du numérique. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou non. Donc le ministère, déjà, a travaillé avec la Banque centrale de Tunisie pour libérer un peu l'innovation. Comment? C'est offrir aux jeunes développeurs donc une carte technologique qui permettrait aux jeunes développeurs de payer en devises des micro-paiements. Voilà. Juste pour mettre leur application dans les stores, comme Google Store ou bien Apple Store, etc. Et ceci permettrait aux jeunes développeurs, aux jeunes ingénieurs, aux diplômés chômeurs, d'aller jusqu'à créer son propre emploi. Cette opportunité n'était pas offerte auparavant. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Et ce mécanisme sera mis en œuvre à partir du 15 mai. Donc, c'est une opportunité, justement, pour justement créer l'entreprise, sans pour autant chercher
chercher donc, un financement en matière d'innovation. Par ailleurs, donc, le ministère, comme vous le savez, donc, il finance tout ce qui se rapporte au projet de recherche et développement. Donc c'est une nouvelle mesure qui a été introduite au niveau de notre fonds de développement des télécommunications. Toutefois jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas des demandes réelles, ni de la part des laboratoires de recherche, ni des entreprises qui opèrent dans le cadre de recherche. Et on voudrait bien financer quelque chose. Donc voilà, c'est un appel pour des demandes. Oui, c'est un appel ouvert, puisque le mécanisme existe. Donc les fonds existent aussi. Mais voilà, on voudrait y répondre. Voilà, il faut lancer justement, il faut commencer. Aujourd'hui, le fonds est géré au niveau du ministère, donc, mais avec l'application, on pourrait donc l'étendre pour que une partie du fonds soit gérée par un laboratoire si les travaux avancent réellement. Et on est ouvert pour développer ça. Laboratoire, j'ai besoin de 100 000 dinars, vous acceptez de me donner les 100 000 dinars, je vais les dépenser au niveau de Surcom, je serai contraint de respecter un programme d'emploi qui, par exemple, le problème de paiement des thésards. Donc on a un montant plafonné. Même si j'ai 100 000 pour payer les thésards, j'aurai donc un montant fixe à respecter ou pour acheter du matériel, donc je serai aussi obligé de passer par le mécanisme d'appel d'offres des marchés publics. C'est pour cela que j'ai, d'ailleurs on a discuté ensemble, c'est de créer un peu la triptyque en impliquant un acteur privé qui lui sera le gestionnaire du budget, en respectant des garde-fous, parce que lui, il a une gestion privée plus flexible. C'est un projet en soi-même, le projet de rénover ou de développer un peu les mécanismes qui existent aujourd'hui. Là, je fais appel à ce que maintenant on travaille ensemble pour justement arriver à une finalité, à mettre en place ces nouvelles mesures, ces nouvelles règles de gestion, etc. Mais il faut donc commencer. Et voilà, il faut faire le process. Merci Cécile. Donc je passe la parole à M. Philippe Delis, directeur technologie et innovation à Thales Air System et président de cluster Normandie Aerospace. Donc, monsieur Delis, je crois que vous avez une bonne connaissance de l'appui ou de l'interaction entre le monde universitaire et le monde économique, pas seulement au niveau de la France, mais au niveau international, parce que notre groupe a une présence internationale, on participe dans différents projets. Qu'est-ce que vous nous proposez donc, pour un peu favoriser l'interaction des structures de recherche en Tunisie, en particulier à Surcom, avec le monde économique, en Tunisie ou à l'étranger? Tout d'abord, je pense que le premier point, c'est d'avoir une relation de confiance entre les laboratoires et les industriels tunisiens. Et cette relation de confiance, elle prend du temps à s'établir. Pourquoi? Parce que, comme ça avait été marqué sur la slide de l'intervention précédente, c'est deux mondes qui sont très différents, qui se sont ignorés pendant de très nombreuses années, mais que maintenant il faut rapprocher. Et pour ça prend du temps, il faut se connaître. Pour moi, le travail le plus important à faire, c'est de partager ce qu'on appelle des roadmaps. C'est-à-dire que l'industriel ose dire, ben voilà où je veux aller dans les 5 ans, dans les 10 ans qui viennent. Et vérifier avec les laboratoires que ce chemin qu'il y a à faire dans les 10 ans, les laboratoires ont envie d'accompagner en proposant des axes de recherche, en mettant des chercheurs, des doctorants sur ces thématiques. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, relation entre, vous avez 5 laboratoires de recherche à
Subcom. Donc je suis sûr que ces 5 laboratoires de recherche doivent intéresser des industriels qui ont une vision de ce que seront leurs besoins, ce que seront leurs produits dans les 5 à 10 années qui viennent. Après, effectivement, la deuxième étape, c'est de regarder avec l'État quels sont les moyens d'accompagnement, parce que les industriels ne pourront pas financer à 100%. Les grands groupes peuvent financer partiellement, mais de toute façon, ils ne financeront pas à 100%. Pour les PME, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'ils ont des budgets souvent très serrés, et donc ils ne peuvent pas le faire. Donc effectivement, c'est vers l'État que l'ensemble des industriels et les laboratoires doivent se retourner pour se dire comment vous pouvez nous aider à mettre en place des mécanismes de recherche qui vont créer de la richesse sur le territoire. Parce que le retour pour les administrations, c'est effectivement de voir que l'argent a été bien utilisé et que ça a créé de la valeur ajoutée, que ça a créé des emplois. Donc il y a un double travail à faire, je dirais, industriel et laboratoire, et ensuite ce binôme vis-à-vis de l'État. Mais c'est vraiment ce binôme ensemble qui doit aller voir l'État, pas de façon séparée, de façon à bien montrer qu'il y a une unité commune qui est prête à s'engager pour mettre en place des moyens, mettre en place des ressources humaines pour converger vers un objectif commun. Et ensuite, l'État a deux choses à faire. C'est d'abord vérifier que ça correspond bien à une stratégie nationale, que ça correspond et que les mécanismes sont mis en place pour s'assurer que la recherche sera bien réalisée, que l'argent sera bien dépensé, parce que c'est de l'argent public, donc il faut bien vérifier que c'est bien utilisé, et ensuite donc, mettre les moyens pour accompagner. Mais ça me semble indispensable dans ce que je vois, ce qui se passe non seulement en France, mais en Europe, dans le monde entier. Et là, je rentre de Chine. Et quand je vois la Chine, à laquelle l'investissement qui est fait en Chine dans les laboratoires, le financement massif par l'administration chinoise des laboratoires, je pense qu'on a intérêt, collectivement, que ce soit les Européens ou la Tunisie ou Maghreb, et même les États-Unis, à travailler ensemble pour mettre en commun nos moyens pour conserver l'avance. Je pense qu'on a encore un peu d'avance, mais elle risque de fondre comme neige au soleil. Donc il faut être très vigilant et honnêtement, si on n'est qu'en travaillant ensemble sur les mêmes objectifs, on peut y arriver. Merci beaucoup. Donc, on passe la parole à Mme Senanim, chef d'entreprise opérant dans le domaine de l'IT. Je sais que vous avez démarré déjà en tant que développeuse et vous connaissez à la fois le monde de la recherche appliquée et le monde de l'entreprise. Merci Anne, merci pour les gens qui sont présents ici. D'habitude, j'essaye quand même d'arrondir les bords. Cette fois-ci, je ne vais pas me retenir. Donc, je vais aller directement sur un constat. Appelons les choses par leur nom. C'est un constat d'échec. Clair. Quand on voit ce qu'a présenté tout à l'heure, c'est grave de dire en disant qu'en 23 ans de création de fonds, de mécanismes, etc., on n'a financé que 80 projets de recherche appliquée. Je me dis, à quoi sert tout cet arsenal de mécanismes? À quoi servent tous les fonds qui existent au niveau des ministères? Nous, on est spécialistes, c'est une gymnastique nationale en Tunisie. Quand quelque chose ne marche pas, on crée une autre pour qu'elle ne marche pas. Et puis on crée une autre pour qu'elle ne marche pas. Mais on ne révise pas ce qui n'a pas marché. Et donc on a l'impression je pense que ce qui frustre le plus les jeunes, c'est de voir que les choses continuent dans le même sens. En fait. On a l'impression qu'il y a eu une révolution, mais il n'y a rien eu. Et ça s'applique aussi à la recherche appliquée, à cette interaction entre le monde industriel, le monde de la création de la valeur sur le marché de l'emploi, de la création de la richesse, et le monde de l'éducation suivi, bien évidemment, à très haut niveau par le monde de la recherche, et principalement la recherche appliquée. De toute façon, tout aboutit à l'application. Sinon, à quoi ça sert de rien? Donc, il y a deux freins, je pense. Il y a deux freins. On appartient certainement à deux mondes différents, mais il y a deux freins principaux. Un, la non-prise en considération de la nature du tissu économique tunisien. Les PME n'ont pas la capacité d'avoir une unité de recherche et développement pour aller suivre
d'abord tous les détails de ce qui se passe, d'autant plus que les unités de recherche, aussi bien que les structures au ministère de tutelle, ne communiquent pas là-dessus. Donc comment est-ce que l'information va parvenir pour qu'on puisse saisir l'opportunité? La deuxième chose, c'est la définition même des choses. Qu'est-ce qu'une recherche? Qu'est-ce qu'une innovation? Qu'est-ce qu'un mécanisme appliqué à telle entreprise ou à tel domaine? Je vous dis clairement une expérience que j'ai vécue pour ne parler que d'une seule. J'étais voir le ministère de l'Industrie pour bénéficier d'un fonds qui s'appelle l'ITP, l'investissement technologique prioritaire. D'abord, on m'a dit, madame, vous n'êtes pas éligible. Pourquoi? Parce que vous faites du développement software et que ce n'est pas considéré comme industrie. Mais c'est de l'industrie de contenu. Ah ben non. Donc il fallait d'abord aller voir tous les responsables un à un pour finir chez le ministre. Le ministre lui a dit, c'est pas possible, on inclut des services à valeur ajoutée, etc. Ça fait partie. C'est le ministre qui signe pour que ça redescende, et puis quand vous dites oui, d'accord, c'est bon, on accepte le dossier. Et puis on présente toute la démarche, et qui vous audite pour libérer l'argent, les fonds, etc. C'est un ingénieur électrique du setting, qui n'a rien à voir avec le domaine de développement de contenu. Donc, allez la croix et la bannière pour aller expliquer. Changez-nous l'expert parce qu'il faut qu'il soit du domaine, quand même, qu'il assimile le domaine du développement de contenu. Et bien, c'était pas. C'était impossible à faire. Je ne vous dis pas les choses cachées de l'iceberg. Donc, pour arriver à décarcasser ce dossier. Et depuis, tous les dossiers qu'on a essayé de déposer, parce qu'à chaque fois, on a arrêté, c'est le périple de Hanon. Je passe. Donc les procédures, on les met pour que ça soit profitable à personne. C'est le spécial de l'administration publique. C'est extraordinaire, on est champion là-dedans. Donc il faudrait, je pense, faire une évaluation sur la redevabilité de l'État aujourd'hui et de l'administration vis-à-vis du pays, de ce secteur qui est très qui contribue énormément au niveau du PIB quand même. Hein. On a vu avec la dernière crise du tourisme, c'est les télécoms qui contribuent beaucoup plus que le tourisme au PIB national. Je pense que la création de valeur, il va falloir redéfinir ce que c'est qu'une recherche appliquée. Quand on n'a rien sur notre marché, on n'a absolument rien. Et vous êtes tous connaisseurs de ce qui se passe dans le monde de l'évolution technologique en Tunisie. On a mis les infrastructures, on a mis le matériel, on est arrivé à toutes les strates d'infrastructures, on a formé les compétences, mais on n'a pas créé la valeur ajoutée en termes de contenu. C'est ce qui manque et c'est le plus grand absorbeur de compétences, notamment quand on est en face de 300 000 diplômés chômeurs dans tous les secteurs dont une bonne majorité pourrait être reconvertie dans la création de contenus de toutes sortes. On n'a pas d'application sur 36 000 domaines. C'est vrai que sur l'offshoring, quand on est épaulé, où on est sous-traitant ou co-traitant avec une grande entreprise internationale, on arrive à développer, à valoriser les compétences que nous avons. Mais quand on est sur l'industrie nationale qui profite au développement national en direct en termes de services et de plus-value, tous les résultats de recherche sont là. Ils sont peut-être exploités dans d'autres domaines, mais pas pour profiter à la progression nationale. Et le challenge, je pense, il faut qu'il soit là-dedans. Et l'argent du contribuable qui existe au niveau des fonds pour soutenir ce développement doit être orienté au développement de l'industrie nationale, bien évidemment avec l'offshoring, etc. C'est ce qui fait le pooling. Mais réellement, il faut regarder de très près les besoins. Aujourd'hui, dans un projet qui a été recyclé, réchauffé 36 000 fois, le cartable électronique, la tablette éducative, machin, depuis plus de 10 ans maintenant. Il est chez le ministère de l'Éducation, en collaboration avec le ministère de la Technologie. Eh bien, il n'y a aucun spécialiste de développement de contenu éducatif dans les normes en France. Personne, et je m'arrête là, et on se passe la balle entre les différents opérateurs, les différents départements ministériels, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui soit fait. Merci. Merci Sénat. Donc c'est Sénat pour présenter un grand groupe.
cité donc, Ericsson. Vous êtes la branche en Tunisie, donc je ne sais pas quelle est la marge de manœuvre que vous avez pour engager des collaborations en recherche. Merci à l'invitation. Merci à M. Comte d'organiser ces journées. Je voudrais commencer par donner quelques chiffres indicateurs par rapport à la recherche et développement chez Ericsson. Ericsson est un groupe qui est de 116 000 employés partout dans le monde. Et pour la recherche en particulier, on a quelques chiffres indicateurs. Donc, on a 25 000 personnes qui travaillent dans la recherche et développement. On fait un investissement de 5 milliards de dollars chaque année dans la recherche et développement. Et on a jusqu'à maintenant 37 000 brevets. Et à peu près une centaine de contrats, d'accord, de licence, de propriété intellectuelle, d'utilisation de propriété intellectuelle. Je crois, on définit chez Ericsson, recherche et développement, c'est le cœur et le cerveau d'une société. Moi, en tant que Tunisien, je dis que notre cœur et le cerveau de notre patrie devrait être ici, de la façon. On devrait être créateur. On devrait augmenter notre contribution dans la recherche et le développement. Jusqu'à maintenant, on voit l'argent qui est là, mais on a plein d'obstacles. Et si on va vers un groupe international, chez Ericsson, par exemple, il y a quelque chose qui se fait en un seul clic. C'est la protection de l'idée d'un employé. Il a une idée qu'il faudrait développer, il doit aller sur un site en intranet, il clique et l'idée est prise en considération et il est protégé. Déjà, il a investi peut-être 5 minutes à rédiger cette idée. Il n'a mis rien en termes d'investissement, d'argent. C'est le système, ce sont des mécanismes qui sont mis en place et qui sont assez efficaces, je pense, qui vont faire de telle sorte à ce qu'ils puissent développer encore ces idées. Et à partir de ce point-là, pour s'ouvrir vers l'extérieur d'Ericsson, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose qui est, dans un sens, le recrutement des chercheurs et développeurs. Alors, chaque année, on fait des concours, on fait des recrutements précisément pour recherche et développement. Et qu'est-ce qu'on demande? On ne demande pas grand-chose, on demande qu'il soit diplômé et qu'il est motivé pour la recherche et développement. En fin de compte, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a simplement besoin de réduire les obstacles. Et ça, parce que la recherche et développement, c'est une création. Comme dit c'est l'innovation. Et si on va mettre des obstacles, des mécanismes, des procédures complexes, pour ça, on ne va jamais y arriver. Ericsson certainement collabore avec plusieurs entités, que ce soit des universités ou d'autres industriels. On fait de la recherche et développement avec LG, on fait avec beaucoup d'autres, avec IBM aussi. Et je pense que le fait de trouver un vis-à-vis qui a, disons, je vais pas utiliser la gâchette facile pour amorcer quelque chose, ce sont là des mécanismes, si j'ose dire, des mécanismes qui sont susceptibles de faciliter la coopération dans le domaine de la recherche ou dans la recherche. Donc, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il faut s'exposer, il faut s'ouvrir, il faut réduire les obstacles. Et c'est là qu'on trouve l'intendu partout. Est-ce que vous avez tenté de faire des collaborations en recherche en Tunisie? Et quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? En Tunisie, ce qu'on fait, on l'a fait il y a quelques temps. On avait créé une entité qui s'appelle Multimedia World en Tunisie, Ericsson Multimedia World. C'était une équipe 100% tunisienne qui développait des solutions. Le problème, c'est que
une fois qu'on développe ces solutions, il faut beaucoup d'investissement. Alors, investir uniquement Ericsson Tunisie, c'est pas ça, c'est pas facile. Inscrire ça dans un cadre international, ça nécessite beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts. Et donc, encore une fois, les mécanismes qui sont en train de suivre en Tunisie ne permettent pas cette facilité de développement. Et là, c'était une expérience qui a duré, je pense, 5 ans à peu près, et par la suite, on a dû l'arrêter. Avec d'autres institutions, on n'a pas encore, mais bien sûr, on est ouvert à d'autres propositions qui puissent faire des engagements, parce qu'il y ait un win-win. Merci. C'est Sined, donc c'est Had Guest, directeur recherche et technologie au Centre de recherche en télécommunication. Merci. Je vous remercie pour votre invitation. Bon, le CERF, juste bref sur le CERF. Le CERF a été depuis 1990. Pourquoi ça? C'est un centre d'études de recherche. Il est dédié pour la qualité du service. Nous avons de l'expérience depuis 1990 dans le domaine du développement du secteur du télécom. On a beaucoup d'expériences au point de vue de la qualité du service. Par exemple, on a deux types de laboratoires. Il y a un laboratoire pour le contrôle d'importation des équipements, garantir la qualité du service de tous les équipements qui rentrent dans le pays. On a un autre laboratoire qui est le laboratoire qui a 3 axes principaux d'activité. C'est la compatibilité électromatique, tout ce qui est règlement, et aussi le contrôle de la santé, aussi de la sécurité électrique. Et on n'a pas de problème pour les idées de la recherche appliquée. Parce que, comme l'a dit M. Khaled, il faut un objectif prédéfini pour atteindre la recherche appliquée. Nous avons une expérience avec l'environnement industriel. L'industriel, il y a une dizaine des industriels. Maintenant, il met ses produits pour les tests. Aussi, un autre volet, c'est qu'il y a franchement un problème de modèle de motivation des chercheurs, aussi la motivation des chercheurs. Par exemple, on a 2 projets immobiliers actuellement, parce qu'on a trouvé le modèle de préfinancement. On a maintenant, nous avons un projet dans le cadre H20, on participe. Aussi, à chaque fois on participe à l'échelle internationale, parce qu'on a eu 3 projets FP7. Le problème maintenant, comment minimiser l'écart entre le monde industriel et le monde de recherche universitaire. Notre laboratoire maintenant qui a coûté presque 15 milliards. Il y a maintenant dans l'ouverture vers l'industrie, aussi maintenant on a la vision de faire le point focal entre tout ce qui est recherche appliquée au niveau fondamental au niveau des universités, aussi pour les industriels, pour minimiser les tâches. Parce que les produits maintenant, par exemple, le partenariat avec aujourd'hui, avec SACEF, le CERF peut jouer un rôle fondamental au point de vue des tests de ces produits, ces nouveaux produits, pour des produits innovants. Le problème est que, comme tout le monde, il n'y a pas une modalité de financement, parce qu'on a actuellement un partenariat entre le CIPCOM et le CERF. Le problème, comment motiver les jeunes ingénieurs, comment motiver les jeunes doctorants, comment motiver les chercheurs. C'est ça notre problème. Les idées existent, les objectifs sont, on connaît le monde industriel en Tunisie. C'est ça, j'insiste à ce point-là, que notre ministère, M. Arzel, toujours encourage pour trouver cette modalité. Les idées existent, les objectifs, on connaît les objectifs, juste pour
question de budgétisation, aussi de financement pour que ce soit l'acquisition de matériel et de produits, que ce soit pour la motivation des jeunes doctorants aussi, parce que maintenant, on souhaiterait tout ce qui est développement des compétences. Nous voulons que les chercheurs connaissent le monde industriel, en deux mots. Voilà. Je vous remercie. Merci. Donc, on remercie tous les participants et je vais conclure. Je vais parler donc d'abord, faire une proposition sous contrôle de tous les participants et donc les responsables de Surcom, notre directeur, les responsables de la recherche et de l'école doctorale, pour que notre table ronde ne soit pas compliquée. La table ronde, on discute et on parle et on oublie. Aujourd'hui, on a des représentants des principaux acteurs, les bailleurs de fonds, le ministère, les grands groupes internationaux, que ce soit présents en Tunisie ou qui ont des projets et des marchés en Tunisie. On a les PME, très dynamiques. À part que Sana, on est même, elle est très dynamique. Et aussi donc un grand centre de recherche publique. Donc c'est de continuer à travailler au-delà de cette table ronde, mais rapidement sur une initiative. Parce qu'il y a pas mal d'idées qu'on peut proposer, on a tous les ingrédients pour réussir. Ce qui manquait un peu, donc, c'est la bonne recette pour sortir le bon repas. Donc on peut réfléchir sur une initiative, se greffer par exemple sur un grand projet mobilisateur. On ne va pas demander au ministère, allez, donne-nous un petit projet pilote, on va tester. Non, on a des acteurs confirmés. Nous, on est fiers d'avoir à Surcom des chercheurs confirmés, des étudiants c'est-à-dire en très bon niveau, très motivés. On a des industriels de haut calibre, des PME performantes et notre ministère est performante. On a des bailleurs de fonds qui ont suffisamment d'argent, ils veulent dépenser cet argent-là pas pour le jeter par la fenêtre, pour que ça génère du business. Donc, sans dévoiler ce qu'on peut faire, on peut continuer, si vous êtes d'accord, à discuter une initiative que vous proposez au ministère et on sera les acteurs pour conduire un projet à la fois à finalité économique, mais où il y aura une composante de recherche intéressante. Je peux échanger avec vous. Vous avez aujourd'hui un projet concret que vous pouvez avancer aujourd'hui. Nous sommes Là, je ne veux pas vraiment anticiper les besoins des acteurs, mais on peut, en quelques jours, on peut discuter par email, par téléphone, faire des conf-calls et sortir un projet. Soit que chacun dans sa poche, il a plein de projets. Je voudrais que chacun soit plutôt dans la réflexion. C'est sûr, parce qu'elle est en première place. Elle a des enfants. Donc, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Donc, les procédures, etc. Mais la volonté existe. Les fonds existent. Voilà, les fonds existent. Mais les idées aussi. Mais la concrétisation, malheureusement, donc c'est pour cela qu'on va choisir vraiment initiative. Au lieu d'essayer de raisonner sur la Tunisie, parce que résoudre le problème de l'ITP, résoudre le problème de Mobidoc, etc., c'est quelque chose qui ne dépasse. On va attendre des années, montrant un exemple de réussite, qui sera le modèle, parce que les écosystèmes bien structurés en France, en Allemagne, aux États-Unis, c'est pas quelque chose qui est tombé par le ciel. En Tunisie, on croit qu'on amène un expert, donc il nous dresse, voilà ce qu'il faut faire, et pour eux, donc ça va marcher. Le système français, il a évolué avec le temps. Ça a commencé par Ampère, Faraday, je ne sais pas quoi, les premiers savants, et petit à petit, donc le système il a évolué. Nous, on a réussi le pari de la recherche diplômante. Il ne faut pas aussi nier. On a donc des gens qui ont travaillé très dur, et on a un système de formation qui a un très bon niveau. Le problème, c'est que maintenant, il atteint ses limites. Il atteint ses limites, c'est comme si vous avez donc une mine, vous faites de la bonne extraction, et par la suite, au niveau de la production, vous n'avez pas préparé les moyens pour absorber toute la capacité extraite. Et autre chose, l'université tunisienne, elle a souffert les dernières années par une massification ou l'absence des moyens. Donc, ce qui a fait un dénivellement par le bas. Donc, ce sont deux choses. Au moins, avec la recherche, on peut reprendre donc, la dynamique de la qualité dans l'université tunisienne. Voilà. Est-ce qu'il y a juste une petite question, s'il y en a,
et des présences, surtout mes collègues, donc professeurs, chercheurs et responsables de structures de recherche. S'il n'y a pas, donc vous invitez à... Ça va, c'est Mounir. Merci, je remercie les intervenants pour la qualité de leur discours. Au fait, c'est une petite réflexion, et je fais le lien avec ce qui a été dit avec la présentation de C. Diarra. Dans le schéma de recherche qu'elle a présenté, il a mis au centre la NDF et en satellite des antennes qui résident dans des universités. Derrière, c'est comme s'il y a un concept caché qui est très important et qui peut représenter un obstacle. À mon avis, est-ce que je peux comprendre que la philosophie générale de la recherche est que la recherche ne se fait que dans les universités? À partir de ce constat, donc, on donne un rôle auxiliaire aux entreprises. Et en même temps, on vient leur demander d'être partenaires. Partenaires en quoi? Sont-ils coproducteurs de recherche? Là, il faut que le schéma peut le soutenir, le supporter. Je ne pense pas que le schéma présenté, à moins qu'il y ait un autre schéma, est déjà un obstacle. Et je rebondis sur ce que disait M. de Ericsson. Ericsson est une entreprise, ce n'est pas une université, pourtant elle a, je ne sais pas, 25 000 chercheurs, avec un budget de 5 milliards de recherche. Ericsson est une entreprise productrice de recherche. Donc là, on peut quand même concevoir que la recherche peut se trouver en dehors des universités. Deuxièmement, un deuxième constat, c'est que à partir de ce partage de rôle, où il y a quelqu'un qui détient une autorité de traité, pas une autorité de fait gagnée et méritée, à partir de ce moment, l'entreprise, si elle est partenaire, donc l'entreprise, elle cherche un rendement. D'où, je pense que ça va induire une ambiguïté au niveau des frontières de ce qu'est la recherche, de ce qu'est l'innovation, de ce qui est un produit innovant, ce qui est un produit nouveau, de ce qui est le développement, le prototypage, et que chacun cherche quelque chose dans son concept. L'université cherche des fonds parce qu'elle a une pénurie d'argent, et donc pour elle, l'entreprise n'est que source de financement, et à mon avis, ça représente des obstacles pour le développement de la qualité de la recherche.